vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que votre lundi s'est bien passé, que vous avez passé un bon lundi qui promet une semaine excellente. À tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. À tous ceux qui ont repris aujourd'hui, eh bien bon courage. La reprise est toujours un peu compliquée. Mais voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo point lecture. Ça fait un moment, j'ai l'impression que j'en ai pas fait. Donc du coup ma pile de livres à vous présenter est assez grosse. J'ai 2 e-books, il y a une BD, un roman graphique et après du coup le reste c'est que du papier. Donc je vais vous montrer tout ça et puis je vais tous vous laisser présenter, c'est parti. J'ai lu L'Or Olympus, Un royaume de chair et de feu, Les sortilèges de Zora, Hadès et Perséphone le tome 1, Hadès et Perséphone le tome 2, Rosie et la bête, Les loups dorés, Instruction for Dancing, Le secret du roi. Du coup on va commencer par les 2 BD. Hop là. Je vais y arriver. Il y a trop de bouquins. Il faut que je m'achète une table pour les mettre. Donc par celui-ci, du coup, c'est Le sortilège de Zora. C'est le tome 2, La bibliothèque interdite. Donc là, on retrouve Zora qui, du coup, apprend à utiliser un peu ses pouvoirs, mais du coup, à le cacher à sa grand-mère, parce que du coup, sa grand-mère ne sait toujours pas que elle a du coup ses pouvoirs. Et puis du coup, bah, c'est en fait un roman que j'ai... C'est une BD, pardon, que j'aime énormément. En fait, les dessins sont... Je sais pas, il me donne juste envie, puis c'est une lecture toute douce, un peu enveloppante, qui fait du bien. Et à la fin, du coup, on a un grimoire, que du coup, on peut le donner pour Zora. Il s'appelle le grimoire de Zora, et donc, du coup, elle montre un peu ce qui se passe, ce qu'elle apprend. On a des sortilèges et autres. Donc en vrai, j'aime beaucoup. C'est une BD que, quand le tome 2 est sorti, je suis sautée dessus, parce que j'adore en fait, juste l'univers est juste génial et j'adore me plonger dedans à chaque fois. C'est une bonne lecture, bien cocooning. Après, on a du coup, c'est le roman graphique, du coup, L'Or Olympus, le tome 2 qui est sorti. Donc dans ce tome-là, du coup, Perséphone va devoir se retrouver à travailler pour Hadès. Suite, on va dire, à un malheureux événement. Mais du coup, tout le monde est persuadé aussi à cause d'un paparazzi qu'elle couche avec Hadès, mais personne ne sait réellement qui elle est. Donc voilà, j'aime beaucoup, tout est toujours en bleu et rose. J'adore cette contraste qu'on peut avoir entre les 2 personnages. Moi je ne connais pas le webtoon, je ne l'ai pas lu, donc du coup c'est une découverte à chaque fois que je lis un tome. Donc j'ai hâte que le tome 3 sorte, parce que j'aime beaucoup suivre leurs aventures. Et puis on va dire qu'ils ont la cote en ce moment, Hadès et Perséphone, parce que du coup j'ai lu ce roman graphique là, et après du coup je me suis lancée, pareil c'est la même maison d'édition, parce que là c'est Hugo BD, et là du coup c'est Hugo Roman. Et donc du coup c'est pareil, Hadès et Perséphone, donc là par contre c'est beaucoup plus épicé, attention. Et du coup j'ai lu le tome 1, A Touch of Darkness, et le tome 2, A Touch of Ruin. Des 2 j'ai préféré largement le 1. Du coup en fait dans ce tome là on voit du coup Hadès et Perséphone qui s'approchent. En fait ils font une sorte de... Il y a un contrat qui les relie. Donc du coup Perséphone perd leur partie de carte, elle va devoir travailler pour Hadès et ramener la vie aux enfers. Elle va du coup en fait surtout découvrir que Hadès ne montre que ce qu'il veut aux humains, qu'une partie de ce qu'il arrange en fait. Et du coup elle va se retrouver en fait à devoir combattre ses propres préjugés, même si il l'aide de beaucoup. Elle va aussi se faire une autre image de l'enfer, qui est du coup pour le coup totalement différente de ce que Hadès veut montrer. Donc voilà, malheureusement Déméter va mettre son grain de sable dedans, elle n'est absolument pas contente. Perséphone va aussi dans ce tome-là découvrir, on va dire, un peu l'étendue de ses pouvoirs. Donc voilà, c'est assez... pour des deux tomes, c'est celui-ci que j'ai préféré. Parce que dans celui-ci, du coup, en fait, leur relation est mise à mal face au deuil. Un deuil que Perséphone n'accepte pas. Et parce qu'elle ne l'accepte pas, du coup, elle va, on va dire, faire un contrat avec un autre dieu qui va s'avouer plutôt malheureux, très malheureux. Pour moi, il est complètement enfantin. C'est vraiment parce qu'elle avait, pour le coup, c'est vraiment un... Perséphone est pour moi une véritable enfant dans celui-ci. Elle prend mauvaise décision sur mauvaise décision, elle n'écoute pas Hadès.
qui pourtant est le plus sage des deux. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la relation est vraiment mise à mal par le côté un peu têtu, enfantin de Perséphone qui veut absolument que tout soit beau et rose, que ce n'est pas possible. Malheureusement dans le monde il y a blanc, gris et entre les deux il y a plein blanc et noir et entre les deux il y a plein de gris et donc du coup voilà, elle va malheureusement s'en rendre compte assez brutalement. Quant à la fin par contre elle annonce un tome 3 assez mouvementé parce que là du coup Déméter décide de on va dire lancer les armes contre sa fille et Hadès parce qu'elle n'accepte pas leur relation. Donc j'espère que le tome 3 va relever un petit peu puisque si malheureusement il est un peu comme celui-ci, je ne sais pas si je vais m'accrocher à la série. J'aime pas arrêter une série entre les deux, mais si Perséphone, on va dire, un peu m'énerve quelque peu, comme dans ce tome-là, je pense que j'arrêterai la série parce que voilà, enfin, ça promettait très belle. Il y a de très belles scènes qui sont juste magnifiques, mais du coup, en fait, c'est malheureusement un peu gâché par le côté enfantin de Perséphone qui, pour le coup, m'a vraiment un peu énervée sur ce tome 2. Ensuite, j'ai lu du coup Le Secret du Roi. Du coup, c'est la maison d'édition Paragelone, qui est pour le coup assez impressionnant. J'avais un gros doute en me lançant dans le tome, mais franchement, j'ai juste adoré. Donc du coup, on suit Hippolyte, qui, on va dire, se fait passer pour un homme, parce que du coup, elle a profité en quelque sorte de la mort de son frère jumeau pour pouvoir du coup vivre pleinement. Parce que quand on est une femme, à cette époque-là, c'est impossible. La seule vie que l'on a, c'est on est élevé jusqu'à ce que... pour devenir une bonne mère et une bonne femme. Et puis après, quand ça c'est bon, et on se marie et basta. Chose qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas du mariage, elle veut vivre pleinement, des cafés d'épée. Et malheureusement, c'est suite à un incident très tragique qu'elle va pouvoir avoir cette occasion-là. Elle va du coup en fait se faire passer pour son frère jumeau. Elle va du coup vivre sur les routes, elle va apprendre à se battre à l'épée, elle va devenir une excellente épéiste. Elle va du coup se retrouver sous les ordres du roi Louis. Elle va donc du coup intégrer ce qu'on appelle le cabinet du secret. Et en fait, c'est un cabinet qui permet en fait, on va dire, à ce que les humains ne se rendent pas compte du coup de l'existence des vampires, des loups-garous, des succubes, enfin toutes sortes en fait d'êtres surnaturels. Ils leur permettent en fait de faire la liaison entre les deux mondes. Elle va du coup en fait se retrouver plongée du coup entre ces deux mondes. Elle va devoir aussi naviguer avec son secret. Et du coup en fait tout va être, on va dire, plus ou moins compliqué puisque du coup il y a une attaque d'un être surnaturel. Ils ne savent pas qui parce que du coup il fait en sorte en fait, il tue des hommes, des êtres surnaturels et après en fait il en fait des sortes de zombies. Et alors là c'est du coup une enquête qui prend part des deux côtés, autant du côté humain que du côté surnaturel. On voit les deux mondes en fait s'entremêler, comment ils cohabitent l'un avec l'autre sans que les humains s'en rendent compte. Et donc du coup la fin est assez exceptionnelle, honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que c'est un univers, il est tellement riche que du coup il y a tellement de choses qu'il aurait pu en fait avoir trop de choses et du coup on se perd alors que c'est absolument pas le cas. C'est tellement bien écrit, tellement bien imbriqué dans l'histoire que l'on connaît, tout comme dans le monde, dans l'univers, tout est tellement bien carré et tout va à sa place que ça fonctionne parfaitement. On ne se perd absolument pas. Franchement, j'ai adoré, je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en une journée tellement il était superbe. Il fait 544 pages. Honnêtement, j'ai juste adoré. J'ai un gros coup de cœur pour Olympe, qui est une esclave pirate, amphite, qui pour moi est vraiment, à mon avis, un personnage qui va prendre énormément d'importance, je l'espère, dans les prochains tomes, parce qu'elle a très bien caché son jeu, honnêtement. Et la relation du coup entre Hippolyte et du coup et James, qui est du coup en quelque sorte son patron, après il y a le roi et James, va à mon avis quelque peu se compliquer et j'espère aussi à s'approfondir romantiquement, que ce soit le cas ou pas, honnêtement ça ne
dérangerait pas qu'il n'y en ait pas d'histoire d'amour entre les deux. Mais juste en fait qu'ils apprennent vraiment à se faire confiance parce que du coup il connaît son secret, chose qu'elle voulait absolument garder. Et à mon avis, les choses vont plus ou moins changer parce que du coup il va devoir voir aussi le monde d'une autre façon. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait l'un comme l'autre apporte une vision du monde totalement différente et permet à l'un ou l'autre en fait de la changer en quelque sorte, de l'évoluer. Donc j'aime énormément. Honnêtement, ça a été une très belle surprise et c'est un roman que j'adore. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et pour le coup, je vais acheter en version papier la version 1. Je l'ai commandé et je crois qu'il est en attente. En fait, j'ai fait un panier sur la Fnac et je sais plus si... je crois que je l'ai commandé, mais comme il y a d'autres bouquins, je crois qu'ils attendent. Enfin, je l'ai commandé, j'attends et du coup, je commanderai le tome 2, c'est sûr et certain. Ensuite, du coup, il y a celui-ci, Instruction for Dancing. Du coup, c'est une histoire d'amour, pour le coup, purement et simplement. Et du coup, en fait, on suit Evie qui, malheureusement, vit très mal le divorce de ses parents. Elle va se laisser, on va dire, quelque peu porter par un très gros coup de pouce un peu magique. Elle va se retrouver dans une salle de danse et donc du coup, elle va devoir se retrouver à danser avec X, qui est un jeune homme qui mord la vie à pleines dents, qui dit un peu oui à tout, qui veut vivre tout le temps de nouvelles expériences. Sauf que du coup, Evie, suite, on va dire, à cette arrivée dans ce salon de danse, va se retrouver en fait à voir la fin d'une histoire d'amour quand elle voit un couple s'embrasser. Elle voit comment ils se sont rencontrés, donc la première fois qu'ils se sont embrassés, comment leur histoire va vivre et comment elle va finir aussi. Donc malheureusement, elle se concentre que sur ça, que sur la fin. Elle ne voit pas du coup en fait la joie et le bonheur qu'il y a eu au début et entre les deux. Oui, malheureusement l'amour peut s'éteindre, mais il y a plein de choses qui sont devant, qui font que c'est aussi beau. Et pourquoi on s'acharne autant à tous vouloir être amoureux. Oui, ça fait mal, mais c'est parce que ça fait mal que c'est aussi fort et aussi bon. Voilà. Et ça, elle ne le voit pas, elle se concentre uniquement du coup sur la fin. Et donc du coup, elle ne croit plus en l'amour, elle ne veut plus. D'une part à cause du divorce de ses parents, parce qu'elle n'imaginait pas ses parents divorcés. Pour elle, c'était inconcevable, c'était le couple parfait, celui qui ne s'arrêterait qu'à la vie et à la mort. Et en fait, grâce à la danse, mais aussi à X, du coup, elle va réapprendre à vivre et à aimer. Même si, malheureusement, lors de leur leur premier baiser, elle va se... Spoiler, gros spoiler en vue, elle va voir la fin. Et quand elle voit cette fin-là, elle prend peur. Elle ne veut pas sauter dans le grand vide de l'amour, elle prend peur, elle arrête là, elle fait la morte pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte en fait que finalement elle ne se concentrait que sur l'aspect négatif des histoires d'amour et qu'elle accepte de se lancer dans ce grand bain. Et honnêtement, c'est ce moment-là où elle accepte de se lancer dans ce grand bain qui m'a fait verser ma petite larme. Je l'ai beaucoup aimé, c'est une très très belle histoire d'amour, j'aime beaucoup. Et en histoire d'amour, eh bien, on va continuer avec Rosie et la bête. Du coup, il était une femme guerre 3. On suit du coup une jeune fille qui est amoureuse des livres. Honnêtement, quand j'ai lu le roman, je me suis beaucoup retrouvée du coup dans Rosie, qui est une amoureuse inconditionnelle des bouquins qui, vous savez, qui a les mêmes, on va dire, c'est un peu bizarre comment je vais le dire, mais qui a les mêmes ressentis que moi quand elle rentre dans une bibliothèque, elle... vous savez, on fait parcourir ses livres sur les mains sur les tranches des livres parce que c'est juste, c'est une sensation qui est juste, enfin pour moi qui est juste, j'adore le faire, juste promener mes doigts comme ça. C'est impressionnant, c'est comme si on touche un morceau d'une histoire, un pan. Quand on lit, quand on prend un bouquin, on adore faire ça. C'est bizarre, hein. Il y en a beaucoup, ils doivent se dire mais elle est complètement tarée, mais c'est juste, voilà, ça fait partie de l'expérience du bouquin. Elle va du coup se retrouver à devoir trier une bibliothèque remplie de romans fantasy, dont une du coup qui est, on va dire, sa saga préférée, du coup Starfield, puisque c'est un peu le fil conducteur des trois. Mais en fait, cette
Bibliothèque se retrouve dans un manoir et dans ce manoir habite pour quelque temps Vance, l'enfant terrible de Hollywood qui joue dans la saga Starfield, qui incarne le personnage que Rosie préfère. Mais on va dire que leur première véritable rencontre se passe extrêmement mal. Ils ne s'entendent absolument pas. Quand lui, il la reconnaît, parce qu'ils se sont rencontrés une première fois, même si c'était lors d'un cosplay, donc ils ne savent pas qui est l'un et l'autre. Quand il la reconnaît, il prend d'autant plus peur, parce qu'il a peur que tout de suite elle dise qu'elle a passé une soirée avec Vance, qu'elle vende tout en fait au tabloïd. Il prend peur, il fait tout pour la chasser, sauf que c'est une tête de mule, elle veut pas, elle va alors du coup s'acharner et rester pour faire son travail, parce qu'elle estime qu'elle a été engagée pour ranger la bibliothèque, elle le fait. Et c'est cette, on va dire, tête de mule qui va permettre à ce que Vance s'ouvre un petit peu au monde, mais aussi son cœur qu'il apprenne à lui faire confiance, et donc l'amour, parce que c'est une grande partie du pourquoi, du comment du bouquin. Il va donc tomber, je sais pas si on peut dire petit à petit, puisqu'à mon avis, il l'aimait dès le début, quand il a compris qui elle était. Donc voilà, c'est une très belle histoire d'amour, c'est un classique, c'est pas genre une énorme bout de cœur avec des larmes, non, c'est une belle histoire d'amour, ça se lit tout seul, c'est un bon moment de lecture que j'ai passé, pas des grandes extasies, pas de grands coups de cœur, mais j'ai beaucoup aimé lire en fait cette histoire d'amour, ça fait juste du bien, voilà, c'est tout, ça a été un bon mot de cœur, j'en avais besoin quand je l'ai lu. Après du coup on est sur les deux sorties de Saxus de Rodier. Je peux vous dire que j'ai galéré à l'avoir. On va commencer du coup par celui-ci. Les Loups Dorés. On suit une bande de voleurs. Ça fait très Arsène Lupin, honnêtement, quand je l'ai lu. En plus, ça se passe au moment où Paris accueillait l'exposition universelle. Et donc, du coup, la Tour Eiffel qui a été construite exprès pour. Et donc, on suit du coup une bande de voleurs. Alors, l'univers est un peu spécial. J'espère qu'on en apprendra un tout petit peu plus dans les prochains tomes, parce que du coup, la fin est ouverte, donc elle permet d'avoir d'autres tomes. En fait, on est dans un monde où il y a plusieurs maisons, et chaque maison, en fait, a des pouvoirs. Et ils ont tous un fragment de la bibliothèque de Babel, qui est extrêmement connue. Et donc du coup, chaque maison a un pouvoir et permet, du coup, il y en a qui permettent de manier, en fait, par exemple, le jardin avec ses plantes, il y en a que c'est pour le fer, d'autres c'est pour l'eau, il y en a, c'est l'esprit, il permet de créer des illusions aux autres personnes, enfin c'est assez compliqué, j'ai pas tout en mémoire, parce qu'en fait j'ai pas tout compris comment ça fonctionnait, donc j'essaye de mieux l'expliquer, du moins comme je l'ai compris. Sauf que sur ces maisons, il y en a deux qui ont disparu. Une, parce qu'elle voulait rassembler tous les fragments de Babel et en fait, ils se sont un peu pris pour Dieu, honnêtement. C'est pour ça. Et une autre, elle s'est éteinte parce qu'il n'y avait pas d'héritier. On va suivre du coup une bande de voleurs et à la tête de cette, on va dire, bande de voleurs, il y a Séverin qui estime avoir été floué par les autres maîtres des maisons. Parce que du coup, en fait, il était censé hériter d'une maison, sauf qu'au moment en fait, où on sait s'il est héritier ou pas, ils sont censés leur mettre une bague et il y a un éclair bleu qui se passe quand c'est bon. Et donc du coup, au moment où il devait être sélectionné pour être héritier, ils lui ont mis la bague, il y a eu l'éclair bleu, mais ils lui ont arraché la bague et ils lui ont dit qu'il n'était pas héritier. Depuis ce jour-là, du coup, il voue une haine immense à l'ordre. Et il vole en fait tous les objets qu'il peut, qui appartenaient à sa maison, qui du coup il les rassemble. Officiellement, il tient un hôtel très prestigieux et du coup dans ses heures perdues, on va dire, il est donc du coup un voleur. Il décide du coup de voler un jour un artefact, sauf que le vol se passe plus ou moins bien. Il y a quelques accros, c'est un peu comme Indiana Jones. Ils avaient tout prévu, plan A avec un plan A, c'est tout très bien censé se passer, forcément ça ne se passe pas bien, c'est pas toujours le cas malheureusement. Et du coup, il laisse micro beaucoup de lettres de sang et du coup il signe en quelque sorte ce vol. Il va donc du coup devoir se retrouver à travailler avec son cousin, qu'il déteste, parce que c'est son cousin qui du coup a hérité de la maison qu'il était censé avoir.
Et du coup, ils font un accord en quelque sorte. Le cousin veut qu'il vole un artefact, il lui promet de le faire si du coup en échange il lui permet en fait de repasser le test d'héritier, donc du coup d'hériter de sa maison. Du coup son cousin dit oui, il se lance du coup dans un immense vol, sauf que du coup ils vont devoir se retrouver en quelque sorte en compétition avec un ordre caché, une société secrète qui veut se lancer dans une révolution, tout simplement. Des maisons, ils mettent au défi aussi l'ordre. Et du coup, c'est extrêmement impressionnant, j'aime beaucoup. Il y a malheureusement, pour moi, une mort que je n'ai pas compris et que je comprends pas comment... Enfin, elle m'a fendu le cœur parce que c'était la personne, à mon sens, en quelque sorte, la plus humaine qui est partie. Et j'ai pas tout compris. Mais en fait, chaque voleur a, on va dire, chacun des voleurs a sa spécificité. Donc Séverine, c'est le cerveau, c'est la tête pensante, il a tous les plans A, B, C, D. Nous avons un historien qui est très calé en histoire, qui est juste impressionnant. Nous avons une pâtissière qui est aussi danseuse, qui est du coup, on va dire, un peu la touche de charme de l'équipe. Nous avons ensuite une très... Je sais pas comment dire, elle voit en fait, elle calcule tout très vite et elle est capable de comprendre, elle est très mathématique, voilà. Et après du coup nous avons le dernier maillon qui lui en fait adore la terre, les animaux et il a le pouvoir qui fait que il manie la terre. Et celle qui est très mathématique, elle a le pouvoir en fait de métallurgie, parce qu'elle crée d'énormes choses qui sont juste impressionnantes, parce que les descriptions qui sont faites par l'auteur sont juste magiques. Donc du coup voilà, on est vraiment sur un roman très Arsène Lupin avec des vols un peu haut en couleur. J'ai beaucoup aimé, le côté magique ajoute une certaine touche de mystère, même si comme je vous l'ai dit, je pense que mes explications sont pas très claires, mais c'est que j'ai pas tout compris de comment marchait le système des maisons, même si c'est expliqué au début. Normalement il y avait... Vous avez un prologue du coup sur les différentes maisons. Hop. Et du coup en fait sur chaque partie vous avez des extraits en fait des archives de Babel. Mais j'ai vraiment eu du mal à comprendre comment tout fonctionnait et j'espère que on va dire que les prochains livres nous permettront de savoir parce que j'aimerais beaucoup en apprendre surtout plus en fait sur les maisons. Et enfin, nous avons le bouquin que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Donc, Un royaume de chair et de feu. Je sais que l'auteur est problématique, d'accord, j'en suis consciente, mais c'est une série que j'adore, que je kiffe, tout simplement. Donc, oui, il y a des propos que je ne cautionne pas, mais voilà, c'est pas pour autant que j'arrêterai de la lire parce que j'ai envie de connaître la suite et la fin, tout simplement. Donc, le débat s'arrêtera là. Donc je l'avais commandé au début sur quand c'était sorti, quand ils avaient annoncé, je voulais le commander sur la Fnac, il n'était plus dispo. Donc je l'ai commandé sur Amazon et là du coup De Saxus nous a prévenu que Amazon avait laissé les gens commander une quantité astronomineuse alors qu'ils n'avaient pas du coup les stocks. Du coup j'ai annulé la commande Amazon et j'ai attendu qu'ils refassent une impression sur la Fnac. Parce qu'il était hors de question que je paye 150 balles pour avoir un roman sur Vinted. Ce qui est honnêtement, à mon sens, complètement ridicule. Et c'est juste en fait, c'est à cause de ces personnes-là qui en commandent 3-4 pour les vendre à des prix aussi chers après sur Vinted qu'il y a eu autant de soucis pour le lancement. Et donc du coup, on est sur une suite que j'ai archi kiffé. Honnêtement. J'adore. Là, on est vraiment concentré sur... Attendez, je vais vous chercher là. Parce que là, du coup, je vous montre sans jaquette. Que je vous montre la jaquette quand même qui est plutôt belle aussi. C'est vraiment juste magnifique. Il y a de très belles... Et juste, honnêtement, je l'adore. Il y a une très belle carte, comme d'habitude, au début. C'est vraiment, c'est un pavé, hein, on va pas se mentir. Il fait 764 pages. Je l'ai lu en 2 jours, je crois,
fois parce que quand je l'ai commencé, je travaillais. Donc voilà. Donc là, on est vraiment, à mon sens, pour moi, on va dire, concentré sur Poppy, qui va apprendre à se connaître, mais du coup, elle va aussi apprendre à connaître la culture des Atlantes. Elle va se retrouver totalement plongée du coup dans l'autre côté de l'histoire, en fait, ce qu'on lui a caché depuis le début. Elle va devoir apprendre à vivre avec les mensonges qu'on lui a donnés. Elle va aussi devoir à vivre avec malheureusement ce qu'elle représente, c'est-à-dire la pucelle. Beaucoup la détestent pour ce qu'elle représente. Parce que du coup, ils estiment que elle était d'accord avec ce que faisaient ses maîtres en fait. Et du coup, elle va devoir apprendre à se faire en quelque sorte un peu pardonner, même si Hawk estime qu'il n'a absolument pas à le faire, parce qu'elle n'était absolument pas responsable ni au courant de ce qui se passait. Et on voit aussi leur relation du coup à Pope et Hawk qui s'améliore, d'autant plus s'améliore. Au début, elle est très chaotique, honnêtement. Mais en fait, on va dire qu'elle s'arrange un petit peu, même s'ils font un peu chacun l'autruche en se disant c'est juste pour faire semblant. Vous savez, cette fameuse phrase où ils s'embrassent et ils acceptent de se laisser aller, mais c'est juste pour faire semblant pour les autres, c'est pas pour eux. Ça m'a un peu, on va dire, quelque sorte déçue, parce qu'on le sait très bien. Mais en fait, ils en avaient besoin l'un comme l'autre, en fait, d'accepter, d'avoir cette phase-là où on fait semblant, c'est juste voilà, ils en avaient besoin, ils s'aimaient, ils avaient besoin, en quelque sorte, d'une excuse pour s'aimer, tout en oubliant ce qui s'est passé avant. Ils en avaient besoin parce que, voilà, elle avait dit des propos sur Hawk elle voulait le tuer tout simplement, et Hawk a pareil, il lui a menti. Ils avaient besoin en fait l'un comme l'autre d'accepter ce qui s'était passé entre les deux, ce qui s'était passé avant en fait, toutes les révélations, et c'est quand ils ont accepté ce qui s'est passé que voilà, l'histoire c'est juste magnifique. Mais on voit aussi Poppy énormément grandir, parce que du coup elle va prendre un peu conscience de ses pouvoirs. Elle va en les utiliser, être capable de les mettre à bon escient. Elle va aussi les découvrir de nouveau. Elle va se mettre à un moment à rayonner, mais littéralement, un vrai soleil. Du coup, en fait, personne n'arrive à comprendre qui elle est, de quelle lignée elle peut descendre, parce que du coup, ils sont persuadés que du coup, elle a du sang Atlante en elle. Mais ils aimeraient savoir, du coup, ils essayent de comprendre d'où elle pourrait venir. Ils ont une petite idée, mais cette idée-là, elle lui fait extrêmement peur parce que du coup, ils les appellent les mangeurs d'âmes. Donc elle a peur de descendre de cette lignée, mais ce n'est que à la fin, du coup, quand elle descend à Atlante, qu'elle va se rendre compte de qui elle est, et ça s'arrête là en fait, où ils comprennent qui elle est. Et là, je pense que ça va être impressionnant parce que le tome 3, du coup, on va voir comment elle réagit, comment les Atlantes vont réagir, comment les parents de Hawk réagissent aussi, parce que du coup, c'est le roi et la reine. Ils sont contre ce mariage, honnêtement. Et voilà, j'ai juste adoré. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'on voit Poppy se détendre, mais se lier aussi énormément d'amitié avec, du coup, les amis de Hawk, ses compagnons de voyage, ses compagnons de guerre. On va la voir aussi à l'œuvre. Elle va se mêler purement et simplement au combat, et ça, j'adore. J'adore le voir, j'ai adoré ces scènes de combat. Tout comme j'adore leur répartie, honnêtement. C'est un couple qui est explosif, qui dit ce qu'il pense l'un sur l'autre, qui passe sa langue dans sa poche. Et pour moi, ça marche. Ça match directement parce que c'est pas « Oh, mon chéri, nanani, nanana ». Non, ils se rentrent dedans, ils se disent la vérité. Au bout d'un moment, voilà, c'est des histoires d'amour, moi, que j'adore. Quand c'est tout gentil, mignon, ça habite, voilà. Pour moi, c'est pas réel, tout simplement. Parce que les histoires d'amour, c'est pas tout le temps, tout va bien. Il y a des hauts, des bas, et on voit ça chez eux, et donc j'aime beaucoup. Surtout qu'ils ont énormément d'humour et de sarcasme, et ça, j'adore. Donc voilà, donc c'est vraiment... J'adore, et j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte, même si je pense qu'on ne l'attendra que l'année prochaine au vu des différentes crises de papier que l'on voit.
Et voilà, je vous ai tout montré. Je suis désolée si j'ai spoilé, mais j'espère que je vous ai donné envie de les lire. J'espère que mes explications étaient aussi assez claires pour les Loups Dorés, parce que c'est vraiment un des romans que j'attendais le plus cette année. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette ambiance Arsène Lupin, un fantasy qui est adorable. Franchement, je me suis plongée dedans sans souci. Mais nous, du coup, on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et ben, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!